Alors on se retrouve ici donc toujours dans le chapitre sur la réponse immunitaire innée que nous venons de voir et on va voir comment en fait cette réaction immunitaire innée va préparer la réaction acquise ou adaptative. Ce qui se passe, c'est que sur un site d'infection, hein, vous vous rappelez de ce schéma, donc on vient de voir que la réaction innée permet d'éliminer en fait les éventuels pathogènes qui pourraient contaminer et commencer à infester l'organisme. Si cette ligne de défense ne parvient pas à éliminer en fait, le pathogène, eh bien ce dernier va remonter ou par le sang ou par la lymphe, comme on a vu. En fait, la lymphe ici qui circule entre les cellules va être reprise par les vaisseaux lymphatiques. Ce qui veut dire que à partir du site d'infection, en fait, le pathogène va remonter dans l'organisme. Alors soit par le sang, on l'a dit, soit par la lymphe. Il va circuler. C'est là que ça devient intéressant, c'est que quand le pathogène donc va progresser dans les vaisseaux lymphatiques, il va tomber sur un ganglion. Ces fameux ganglions lymphatiques dont on a vu qu'ils étaient placés en fait à des endroits un petit peu stratégiques. Alors qu'est-ce qui se passe en fait dans ce ganglion? Eh bien voilà par exemple une photo prise au microscope électronique à balayage. Je rappelle que le microscope électronique à balayage vous donne le relief. Et qu'est-ce qu'on voit en fait dans un ganglion? Eh bien on voit des cellules phagocytaires, ici, et on voit des cellules dont on n'a pas encore parlé, et pour cause, puisqu'elles n'intervenaient pas dans la réaction innée, on va rencontrer les lymphocytes. Ce sont ces lymphocytes en fait qui vont initier la première réponse. Alors ce qui se passe, c'est que le pathogène va arriver au ganglion, donc là il y aura des phagocytes à nouveau, et ces phagocytes vont être au contact des lymphocytes. Et regardons un petit peu en détail ce qui se passe. Alors ça, vous connaissez, c'est la phagocytose. Donc ici, on a la limite, la membrane phagocyte. Le mécanisme de la phagocytose avec la vacuole de digestion, la digestion du pathogène. Mais regardez, ce qui se passe, c'est qu'au moment où la digestion s'opère, on a les petits motifs moléculaires ici du pathogène qui vont aussi se retrouver accrochés à des petites molécules qu'on appelle le CMH. Et ces petites molécules de CMH vont venir arborer sur la membrane des motifs moléculaires, des morceaux de l'antigène. On appelle ça des motifs antigéniques. Donc en fait, le phagocyte ne fait pas que phagocyter et détruire le pathogène, il le casse en morceaux et il présente l'antigène sur des petites molécules de CMH. Alors ces molécules de CMH, je l'ai mis ici, ce sont les molécules du soi qui agissent comme un code-barre permettant aux cellules immunitaires de l'organisme de se reconnaître, de reconnaître une cellule aussi de l'organisme. Si ces marqueurs du soi sont modifiés par des fragments d'antigènes, comme c'est le cas ici, ils seront repérés par un lymphocyte. Les phagocytes sont donc des cellules présentatrices d'antigènes. Le phagocyte, en phagocytant, détruit le pathogène, mais il arbore aussi, donc il présente l'antigène par les molécules du soi, via les molécules du soi dans la membrane. Et on le répète, une fois que ces molécules de CMH là, qui sont notre code-barre d'identité cellulaire, sont modifiées, eh bien, ce sont les lymphocytes qui s'affolent. Et voilà comment, en fait, la réaction innée va passer le relais à la réaction acquise. La réaction adaptative, menée, elle, par les lymphocytes, c'est la deuxième ligne de défense. Alors, je vous laisserai lire donc ce premier bilan. Voilà, que vous pourrez lire, vous aurez le loisir de le lire chez vous à tête reposée, vous avez le cours sur Moodle de toute façon. Je fais juste une petite, un petit focus là sur des mots qu'on emploie
qu'on emploie souvent en fait en immunologie et qui sont source souvent de confusion. Alors voilà, les cytokines, les lymphokines et les interleukines. Donc les cytokines sont des substances solubles, des molécules solubles de signalisation cellulaire. Elles sont synthétisées par les cellules du système immunitaire ou par d'autres cellules ou tissus, et elles agissent à distance sur d'autres cellules pour en réguler l'activité. Les cytokines, c'est en fait des substances qui ont une action sur d'autres cellules. Qu'est-ce qu'on appelle les lymphokines? Eh bien, ce sont des cytokines lymphocytaires, c'est-à-dire que ce sont les cytokines sécrétées par les lymphocytes, essentiellement libérées donc par les lymphocytes qui activent les macrophages. Ces derniers sont des cellules destinées entre autres à lutter contre les bactéries et à éliminer les débris cellulaires par phagocytose. Généralement, on préfère le terme de cytokine à celui de lymphokine puisque certaines d'entre elles sont synthétisées par d'autres cellules que les lymphocytes. Et on a les interleukines qui sont un groupe en fait de cytokines ainsi nommées car les premières observations semblaient montrer qu'elles étaient exprimées par des globules blancs. Leukine, ça fait référence à leuquin, c'est-à-dire leuco, c'est-à-dire blanc. Leucocyte, c'est globules blancs, c'est cellules blanches. Et donc ces interleukines permettent donc un moyen de communication entre ces globules blancs. Donc c'est un terme très très générique. Le terme a été créé en 1979, une époque où n'étaient connus en fait que deux interleukines, l'IL-1 et l'IL-2. Alors, on va se retrouver donc ici dans la réponse immunitaire donc adaptative, spécialisée dans la reconnaissance et l'attaque contre un antigène très spécifique. C'est le deuxième ligne de défense, on verra ses caractéristiques, c'est qu'elle est très précise, très spécifique d'un morceau d'antigène. Alors cette réponse, elle est propre aux vertébrés, elle est apparue il y a 400 millions d'années, elle est basée sur les lymphocytes, on l'a dit, à qui les phagocytes présentent l'antigène. Comment cette réponse peut-elle neutraliser très spécifiquement, potentiellement, des milliards de combinaisons antigéniques? Il y a des milliards de possibilités d'antigènes. Le Covid-19, en ce moment, en est une illustration. C'est un pathogène parmi des milliards de possibilités. Comment le système immunitaire parvient-il à avoir une action très spécifique sur potentiellement des milliards de possibilités? Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est mettre en évidence les deux types de réponses. Vous allez voir que cette réponse adaptative, en fait, elle se fait de deux façons différentes. Alors, je vais zoomer là-dessus. Et on va regarder un petit peu cette expérience qui permet de bien mettre en évidence donc, les deux types de réactions adaptatives. Alors, on a ici une expérience dans laquelle on prend des cobayes, ici, ces petits animaux, les petits rongeurs là. On en a trois lots, le lot A, enfin le cobaye A, le cobaye B et le cobaye C. Le cobaye A, on va lui injecter une toxine, la toxine de la diphtérie. C'est la toxine que sécrète la bactérie responsable de la diphtérie. Le cobaye A survit. Voilà. En immunologie, on montre que quand on injecte un antigène ou quand on est infecté par un antigène, heureusement, il y a des individus qui résistent. Si on fait un petit parallèle aujourd'hui avec le Covid-19, vous voyez qu'en fait 85% des gens qui seront atteints vont s'en sortir à peu près correctement, 15% connaîtront des complications, 5% connaîtront des complications assez graves qui vont nécessiter de la réanimation et malheureusement sur ces 5%, un pourcentage de ces 5% va décéder. Donc ici le cobaye A s'en sort. Le cobaye B, on lui prélève en fait du sérum. Le sérum, c'est la fraction liquide du sang. C'est quand vous prenez du sang et que vous le débarrassez des cellules. C'est la fraction liquide du sang. Et le cobaye C, on lui prend, lui, les lymphocytes. Alors, sur B et sur C, on prélève à la fois le sérum et on prélève à côté les lymphocytes. On injecte
le sérum a un cobaye D et on lui injecte la diphtérie. Il survit. Alors que si on injecte les cellules de B et de C à un cobaye E et qu'on lui injecte aussi la diphtérie, il meurt. Alors, vous voyez qu'ici, en fait, les cobayes ont été immunisés au départ contre la diphtérie. Il s'agit bien de cobayes qui ont survécu une première fois. Et vous voyez qu'ici, en fait, quand on lui réinjecte la maladie, le pathogène, vous voyez que ce cobaye ayant déjà été immunisé, en fait, il survit parfaitement. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que le cobaye D donc survit, le cobaye E meurt. Et on voit donc, ici, en comparaison, la seule différence qu'il y a entre le cobaye D et le cobaye E, c'est que le cobaye D a reçu, lui, du sérum prélevé chez des animaux qui ont été déjà immunisés. La seule différence avec ici, c'est qu'ici, on lui injecte des cellules d'animaux qui ont été immunisés. Et on voit qu'il meurt. Qu'est-ce qu'on met en évidence ici? On met en évidence le fait qu'il existe dans le sérum un principe, quelque chose, qui va immuniser le cobaye D. Ces animaux ABC qui ont été immunisés au départ peuvent transmettre via le sérum un principe, quelque chose qui va protéger le cobaye D. Mais c'est dans le liquide. Ça semble indiquer que c'est une molécule qui protège, une molécule soluble dans le sérum. À la différence ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est exactement la même chose, sauf qu'on prend non plus la toxine diphtérique, mais on prend le bacille de Koch. Le bacille de Koch, en fait, est une bactérie qui se loge, en fait, à l'intérieur des cellules. Alors qu'ici, la toxine diphtérique se répand dans l'organisme sans pénétrer les cellules. Elle va gêner le fonctionnement des cellules, mais sans pénétrer les cellules. Alors qu'ici, le bacille de Koch, en fait, est un agent pathogène intracellulaire. Il va pénétrer les cellules. On fait exactement la même expérience. Les cobayes ABC sont déjà immunisés, donc il est logique que quand on injecte le bacille de Koch, ici, l'animal survit. Et on voit que, à la différence de la première expérience, ici, c'est quand on injecte les cellules d'animaux immunisés à un cobaye E qu'il survit. Alors que quand on injecte le sérum d'animaux immunisés à un cobaye D, il meurt. Bien sûr, on leur injecte la maladie au cobaye D et on leur injecte l'antigène. Et vous voyez qu'ici, en fait, c'est bien les cellules qui portent un principe, quelque chose qui immunise, qui va protéger le cobaye E. Ce qui fait qu'ici, ces expériences mettent bien en évidence le fait qu'on a deux chemins en fait, de défense qui sont différents. Alors on va les appeler l'immunité à médiation humorale, qui passe par les humeurs, qui passe par les liquides, et la médiation, l'immunité à médiation cellulaire, qui elle va passer par les cellules. Alors on va voir que l'immunité à médiation humorale va donc produire des molécules protectrices qui seront portées par les lymphocytes de type B, qui produiront des anticorps. Et les lymphocytes, eux, on verra que la médiation cellulaire repose sur les lymphocytes T, qui eux vont carrément tuer les cellules infectées. Voilà. Voilà comment on met en évidence en fait deux types d'immunité acquise, deux types d'immunité adaptative, c'est-à-dire l'immunité à médiation humorale et l'immunité à médiation cellulaire. Voilà, on va se retrouver dans une prochaine vidéo donc pour